Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aborde un sujet assez lourd, le hashtag MeTooInceste qui se retrouve au cœur de l'actu dans tous les médias. Le hashtag MeTooInceste, c'est quoi? À la base, c'était un hashtag sur les réseaux sociaux qui servait à témoigner contre les agressions sexuelles et les viols. Aujourd'hui, le hashtag MeTooInceste reprend les mêmes principes mais contre les relations incestueuses. À l'origine de ce déclic, un livre, La Familia Grande, écrit par l'avocate Camille Kouchner. Dans ce livre, elle dénonce des actes d'agression sexuelle et de viol incestueux commis par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Aujourd'hui, je ne vais pas vous détailler cette affaire, mais vous rapporter des témoignages au sujet de ces crimes intrafamiliaux. Même si cela semble être des actes isolés, en 2015, c'est 4 millions de Françaises et Français qui se disaient avoir été victimes une fois dans leur vie d'actes incestueux. Un chiffre qui concorde avec les suivants, puisque plus de 90% des agressions sexuelles et viols se font par une personne proche de la victime. Et en plus de ça, plus de la moitié sont commis sur une personne mineure. J'ai donc directement discuté avec des personnes concernées qui ont bien voulu témoigner et je les remercie de leur confiance. Je vais donc vous partager leur histoire, mais dans un souci d'anonymat et parce que c'est très difficile de témoigner de cela, ce sera une autre voix que vous entendrez. Mais l'histoire racontée sera bien de ceux qui peuvent enfin se faire entendre. Bonjour, je m'appelle Mounia, j'ai 19 ans. Je suis en fac de droit et il y a 15 ans, j'ai subi ma première agression sexuelle. Et mon bourreau n'est nul autre que mon cousin paternel. Il a 7 ans de plus que moi. J'avais 4 ans quand les premiers attouchements ont eu lieu. Vivant au Maroc, je le croisais chaque été. Et chaque été, il a abusé de moi. Pendant 6 ans, jusqu'à mes 10 ans. La plus douloureuse des agressions s'est produite lorsque mon grand-père est décédé et que tout le monde était occupé. Il y a eu un mélange entre la peine de perdre un être cher et celle d'être dans une bulle coincée avec son bourreau, réduite au silence. Depuis ce jour-là, je n'ai plus le souvenir qu'il ait recommencé. Peut-être qu'il avait peur que je puisse comprendre les choses s'il tentait une énième action malsaine. C'est à ce moment-là qu'un combat très douloureux s'est entamé. Avec moi-même, très colérique, très renfermée, j'ai appris au fur et à mesure des années que ce qui s'était passé n'était pas normal, que c'était des attouchements et donc des agressions sexuelles. Toutes ces choses m'ont mise au pied du mur à seulement 15 ans. Il a fallu que j'en parle à mes parents, qui durant tout ce temps n'en savaient rien. Ça a été très difficile de mettre des mots sur ce qu'il s'était passé. Pendant des années, on garde tout en nous et un beau jour, il faut qu'on en parle alors qu'on a nous-mêmes fui le sujet. D'ailleurs, ça a encore beaucoup d'impact sur moi aujourd'hui. Je n'utilise pas le terme viol, mais celui d'agression sexuelle, pour définir mon histoire. Certains mots restent encore difficiles à prononcer pour moi. Sucer, par exemple. Je n'aime pas en parler en face à face. Je préfère écrire les mots. Ces événements, je dirais qu'on vit avec, mais leurs séquelles restent à vie. Je n'aime pas ni le toucher d'un homme, ni même sa simple présence. J'ai pris la parole le 20 janvier 2021, 15 ans plus tard, suite au mouvement hashtag MeTooInceste. Je fais cependant partie des dernières personnes à avoir parlé. Par peur, peut-être, ou par pudeur. Ce mouvement permet de se rendre compte que l'on n'est pas seul et d'accorder aux autres la possibilité de se dire qu'on est plusieurs à avoir vécu ça. Malheureusement, tout ce mouvement ne fait qu'accentuer l'ingérence de la justice quant aux affaires d'agression sexuelle, y compris incestueuses. Tant de victimes qui, en dehors des réseaux sociaux, ne seront jamais représentées. Si c'était de mon ressort, un tribunal spécial pour ces victimes serait mis en place, avec une chambre pour les affaires de pédocriminalité et une autre pour les rapports incestueux. Une cellule spécialisée et à l'écoute de ces victimes qui ont besoin d'une attention particulière serait créée. Et surtout, une dureté plus remarquable quant aux peines serait appliquée. Et rappelons aussi que ce n'est pas parce qu'on est nombreux à vivre ou avoir vécu ça que c'est normal. Ce sont des actes et des histoires qui ne doivent pas être banalisés. Je m'appelle Mounia, j'ai 19 ans et c'est mon histoire. Dans mes souvenirs, les faits ont duré de mes 6 ou 7 ans à mes 24 ans.
Mon premier souvenir, c'est lorsque j'étais allongée sur lui, à plat ventre, et qu'il me caressait les fesses. Je devais avoir 9 ans. J'ai aussi un autre souvenir, celui de sa main qui me dérangeait quand il m'aidait, en me poussant sur les fesses pour monter sur mon lit mezzanine, et ses bisous sur la bouche pour dire bonne nuit. J'étais une fille joyeuse à la base, mais ça a rapidement disparu à mon adolescence. Lorsque j'ai commencé à avoir de la poitrine, il m'a assise sur la table du salon pour toucher mes seins devant toute ma famille, ma belle-mère et mes petites sœurs. Puis, il est venu dans ma douche m'observer, à plusieurs reprises, lui assis au sol et moi recroquevillée pour qu'il ne puisse pas voir. Et quand je fermais à clé, il me demandait pourquoi. Lorsque j'ai eu mes règles, c'était chez mon père. J'aurais voulu qu'il ne le sache pas, mais j'étais bien obligée de lui demander des serviettes hygiéniques. Ça a été très douloureux pour moi. J'allais jusqu'à garder les serviettes sales dans ma poche, par peur qu'il les regarde attentivement dans la poubelle. Il était tellement intrusif que ça aurait été possible. Puis durant l'adolescence, cette intrusion était très psychologique. C'est à ce moment-là qu'il m'a objectifiée et qu'il a construit son emprise. Il me disait « Il faut avoir de belles fesses pour les garçons, un corps sportif, des cheveux longs. » Il faisait de moi son idéal féminin. Et pourtant, en parallèle de cette terreur, j'ai admiré mon père, de mes 15 à mes 20 ans, car il faisait des loisirs cool. Mais je savais tout ce qu'il m'avait fait et me faisait encore. Une fois, j'ai fouillé son ordinateur. J'ai trouvé des photos de moi, à 14 ans, au milieu d'autres photos pornographiques. C'est seulement à 24 ans que j'ai mesuré l'impact qu'il a eu sur ma vie, tout le mal-être qu'il avait créé en moi. Heureusement, j'ai quand même réussi à terminer mes études, mais pas sans douleur. Ça m'a pris des années pour totalement couper les ponts avec lui. À maintenant 34 ans, j'ai coupé les ponts avec lui depuis seulement 1 an. Mais ça continue à se répandre comme un poison. J'ai dû couper les ponts avec certains membres de ma famille, et ces histoires ont foutu en l'air mes relations avec mes sœurs. Après tout ça, je ne vis plus. Je survis. Quand l'angoisse monte, j'ai peur de paraître différente, que mon problème transparaisse. Mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont difficiles. Quand j'aime quelqu'un, c'est pire. J'ai constamment peur d'être une chose sans intérêt. Je ne peux pas avoir une simple relation de séduction sans que cela fasse écho à ce qui m'est arrivé, jusque dans ma chair. Aux yeux du monde, j'apparais comme une personne froide et fermée, et ma notion de confiance est détruite. Aujourd'hui, j'ai voulu témoigner avec le hashtag #MeTooInceste, après un long cheminement. J'ai commencé une thérapie à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 34. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai moi-même interrompu cette thérapie à plusieurs reprises, à cause de mon instabilité et de la souffrance provoquée à force de me voir stagner. Puis en discutant avec une personne qui a vécu les mêmes choses que moi, j'ai pleuré. C'était la première fois de ma vie que je pleurais à propos de tout ça. Quelque chose sortait, pour la première fois, depuis des années. En mon fort intérieur, j'ai ressenti une émotion, alors que je ne ressentais plus rien depuis longtemps. J'ai repris assidûment une thérapie, et la vie a fait que j'ai rencontré une personne merveilleuse. Elle a été mise sur mon chemin, a su m'écouter et me prodiguer de bons conseils, en plus de son soutien permanent. Depuis, c'est devenu une amie. C'est elle qui m'a parlé du livre de Camille Kouchner avant même sa parution. Elle a insisté pour que je m'y intéresse. J'ai visionné l'interview de la grande librairie le jeudi soir. Le samedi, j'ai entendu parler des tweets #MeTooInceste. J'ai réfléchi en tremblant devant mon écran, à encore douter de moi, à encore me culpabiliser, à angoisser. Dimanche soir, je me suis dit qu'il était temps d'en parler publiquement. C'est un poids qui s'est envolé, même si je reste écorchée. À présent, j'aimerais que cette dénonciation collective ne reste pas une lettre morte, qu'elle serve à mettre en place un dépistage systématique de ce problème et que tout le monde y soit formé. Le consentement ne doit pas se limiter à une question d'âge. Il doit y avoir une imprescriptibilité de ce crime. Il faut que le rapport adulte-enfant soit questionné, que la culture du viol soit dénoncée et éradiquée, que la prévention soit réalisée à l'école dès le plus jeune âge et de façon aussi proactive que ça peut être fait pour la laïcité. Il faut que le gouvernement fasse de ce sujet une priorité de santé publique.
Voilà, c'est tout pour ces deux témoignages. Deux parmi tant d'autres, le président Emmanuel Macron a d'ailleurs répondu à ces appels au secours lancés sur les réseaux sociaux. La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Alors, qu'en est-il de la loi aujourd'hui et quelles sont les réactions face à ce mouvement public? Aujourd'hui, la loi punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende tout majeur exerçant une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Mais aujourd'hui, une loi à ce sujet proposée par la sénatrice Annick Billon fait débat. Le but est de créer un nouveau crime sexuel contre mineurs de moins de 13 ans. Une personne majeure ayant alors un rapport sexuel avec un mineur de 13 ans écoperait alors de 20 ans de réclusion criminelle, que le rapport soit consenti ou non. Mais cette loi fait polémique sur les réseaux sociaux car certains interprètent cela comme l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans. Mais donc officiellement, un majeur ne peut avoir un rapport avec un mineur de moins de 15 ans, qu'il soit consenti ou non. La sénatrice Annick Billon a d'ailleurs répondu à cette polémique sur Public Sénat. Nous avons posé un interdit clair. Toute relation sexuelle avec un mineur, un jeune mineur, est interdite. Le mineur ne sera jamais interrogé sur son consentement et donc n'aura pas à prouver. On ne dit pas qu'on ne va pas protéger tous les autres mineurs. Il existe aujourd'hui des dispositifs dans la loi qui ont été améliorés d'ailleurs avec la rapporteure Marie Mercier, puisqu'elle a apporté un amendement majeur de protection des mineurs au-delà. Donc stop aux fake news, stop à la désinformation. Le Sénat a été au rendez-vous pour la protection des jeunes mineurs et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et moi, je suis fière d'avoir porté ce texte au Sénat et fière du travail qui a été mené. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie les personnes ayant bien voulu témoigner. Je remercie aussi la voix off. Son Instagram est en description. C'est un sujet grave qui touche plus de personnes que l'on ne le pense. Alors si vous pensez que vous connaissez quelqu'un victime de ces abus ou si vous êtes vous-même victime de ces abus, appelez donc le numéro Enfance en danger, le numéro 119.